Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi consacré au décryptage des actualités politiques de la semaine. L'arrestation du politologue Richard Boni Ouourou dans la soirée du jeudi dernier pour corruption d'agents publics a mis en ébullition la toile depuis jeudi dernier à ce jour et a fait les gros titres à la une des parutions de ce vendredi. On en parlera d'un instant à l'autre puisque au sujet de cette affaire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou est monté au créneau pour clarifier cette situation. On a eu à suivre également dans l'après-midi de ce vendredi le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette Mario Elom Metonou sur le même sujet. On en parlera dans le décryptage du jour avec Arimi Choubadé qui est journaliste analyste politique. Il sera face à Fernando Ressou, journaliste analyste politique, reporter sportif. Et le troisième invité de ce samedi a pour nom Ignace Yetchenou qui est analyste politique, réalisateur. Avec eux, chers amis internautes, on parlera également de la suspension et de la démission de Alain Adiou du parti politique Foscori pour un Bénin émergent. On a noté également que depuis quelques semaines, il subsiste au sein de l'opinion une sorte de cabale contre Joseph Djogbenou. On en parlera si le temps nous le permet. Voilà un peu, chers amis internautes, la trame de l'émission du jour, juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après cette capsule vidéo, on se retrouve pour le décryptage. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission. Fernando Ressou, bonjour. Salut à tout le monde. Bonjour, merci d'être là ce matin. Merci d'avoir répondu à l'appel. Bonjour également à Arimi Choubadé. Oui, bonjour Kader, bonjour Fernando. Bonjour à celui qu'on ne présente pas, au monument. Yetchenou, oui, tout à fait. Ignace Yetchenou, merci d'avoir quitté spécialement le zoo pour cette émission. Merci pour le déplacement effectué. Bonjour à nouveau. Alors, Fernando Ressou, vous avez suivi un peu cette affaire qui met au banc des accusés le président du parti libéral, Richard Boni Ouourou. Il a été interpellé dans la soirée du jeudi avec quelques collaborateurs, lesquels ont été libérés dans la matinée du vendredi. Mais dans la soirée du jeudi, le ministre de l'Intérieur est monté au créneau pour clarifier cette interpellation-là. Le vendredi, on a suivi le procureur spécial. Dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de tout ceci déjà pour planter le décor? Je retiens un mal-être. Un mal-être qu'il va falloir que nous autres Béninois, nous prenions très au sérieux. Je commence par être clair. La corruption est un fléau à bannir. L'État béninois l'a-t-il compris? Je dis oui. Et j'aurais pu mettre à côté non. Pourquoi? Oui, parce que des lois ont été votées. Des chefs d'État ont marché. Donc, on peut dire, attention, dans ce pays-là,
qui s'y frotte s'y pique. Mais de vous à moi, l'un des fléaux qui ont la peau dure dans ce pays, c'est malheureusement cette corruption. L'un des fléaux qui ont la peau dure. Alors, à leur corps défendant, les citoyens sont obligés, et il faut l'admettre, et il faut le reconnaître, les citoyens sont obligés de déposer une pierre pour ne pas laisser s'envoler leur dossier. C'est une contrainte pour les citoyens? Je vous dis, nous sommes dans un pays où, je le répète, imaginez, moi, quand j'ai suivi le dossier, je dis en principe, même c'est une honte nationale que de sortir ça. Que de sortir ça. Je vous rappelle que je suis le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois. Je mets cette casquette pour parler. Lorsque vous avez envie de créer une association sportive, loi 1901, là, ça va évoluer bientôt. Oui. On est d'accord? Vous allez en assemblée générale. Au thème de l'assemblée générale, vous adoptez des tests. Vous prenez le tout, plus la liste des participants, la liste des membres de l'exécutif, le rapport de l'AG, vous allez au ministère en charge des sports, vous déposez ça. Le service compétent, la direction du sport d'élite, étudie et vous donne un quitus de conformité. Parce que justement, en vertu de la loi portant charte des sports en République du Bénin, Oui. il y a des statuts types des associations sportives, des fédérations sportives. Et si vous ne respectez pas ça, on ne vous délivre pas l'attestation de conformité. Or, c'est sur la base de cette attestation de conformité, plus toute la documentation qu'il faut, les casiers judiciaires des principaux responsables, que vous allez solliciter auprès du ministère de l'Intérieur ce que l'on appelle le récépissé de déclaration pour montrer que vous n'êtes pas une association de malfaiteurs. Et je vous le dis, Oui, très les rapidement. tests ont prévu un délai pour que vous fassiez toutes les formalités jusqu'au journal officiel. Est-ce qu'on respecte ce délai dans ce pays? Ce qui se passe, les gens arrivent au ministère de l'Intérieur ou dans les préfectures et on rejette leur test, leur statut, en leur imposant d'acheter de nouveaux statuts qui seraient à ce niveau-là. Ah bon? Or, j'ai dit statut type découlant de décret d'application de la loi 008 du 25 février 1991 portant charte des sports en République du Bénin. Nous sommes dans quel pays? Je n'ai pas fini, mon gars. Oui, Je n'ai pas fini. Oui. Donc, c'est incroyable. Les gens rejettent ça. Nous avons fait des tournées dans ce pays. Et à l'intérieur du pays, les gens nous posent les problèmes. On leur dit, mais comment ça? Comment est-ce que des agents d'un pays, d'une république, d'un ministère de l'Intérieur vont rejeter une attestation de conformité découlant de la mise en œuvre du décret d'application d'une loi de la République? Et ça continue. Donc, je ne vais pas vous dire comment les gens s'arrangent pour avoir leur récépissé. Et c'est érigé en système. Et il faut que ça cesse un jour. Mais il faut que ça cesse, voilà. Voilà, justement. Harry Michoubadé, il faut que ça cesse et peut-être c'est pour sonner le glas de cela que le ministre de l'Intérieur est monté au créneau pour livrer ses agents. Non, mais avant que Choubadé nous réponde, vous avez suivi le parcours du combattant que ces messieurs du Parti libéral ont suivi? Si les cadres devaient faire leur travail comme cela se doit, dès que quelqu'un arrive avec des dossiers, il faut qu'il y ait des cadres qui se mettent à leur disposition.
je vous dis, sans contrepartie, ah, monsieur, vos dossiers souffrent de ceci, de ceci, de ceci, de ceci, de ceci. Il va, il revient. Ça se De façon fait. honnête. Vous me laissez parler? Oui. De Donc, façon honnête, oui. donc, de façon honnête, et je vous dis, en un temps bien déterminé, ça peut se faire et très rapidement, que l'on veuille créer un parti politique ou une organisation non gouvernementale. Mais ce n'est pas à ça qu'on assiste. Arimi Choubadé. Bon, je ne sais pas si on peut continuer à parler de président du Parti libéral. Parce qu'on ne sait pas si le parti existe. C'est vrai que la sortie du ministre de l'Intérieur est venue semer un peu la confusion. Quand il voulait exonérer le récépissé, c'est comme si le récépissé n'est pas entaché de quoi que ce soit, mais que ce sont les agents qui sont impliqués dans une fraude. Enfin, si j'ai compris sa sortie, c'est que le récépissé n'est pas un faux. Néanmoins, il y a eu des agents qui ont proposé. Proposé et reçu. Alors comment, je ne sais pas si c'est le ministre lui-même qui a pris le dossier finalement, qui les a étudiés pour attester que bon, il n'y a pas de problème. Aussi, c'est toujours le même processus où on a découvert des problèmes manifestement de corruption et que c'est toujours ce même processus-là que le ministre veut valider par anticipation, surtout qu'on sait très bien que, écoutez, le ministre sort et quelques heures après, le procureur sort. Et le procureur, moi je l'ai suivi, mais il a été assez laconique, comme à son habitude. Et c'est pas laconique? Oui, il a dit que les investigations sont en cours, qu'ils ont été saisis. On n'a même pas... Mais il a apporté des informations. Lesquelles? Plus que ce que le ministre a dit. 7 millions, oui, 5 millions, 12 millions. Oui, parce que il y avait des sommes qui avaient été avancées sur les réseaux sociaux. Enfin, ce n'est pas là le problème. Le problème, ce n'est pas l'importance des sommes en jeu. L'information, c'est qu'il y a une corruption que le procureur est venu confirmer. Le ministre aussi. Mais moi, il y a une lecture politique, hein, de toutes les façons, parce que ça fait un potentiel candidat de moins. Secondo, quand on me parle de formalité pour dépôt de dossier, tout ça, et moi j'étais un peu perplexe. Depuis que le président du parti en question lui-même a annoncé qu'il a eu son récépissé, je me suis demandé par quelle magie il a pu remplir les formalités. Parce qu'aujourd'hui, pour faire un parti politique et qu'on me dise que quelqu'un a pu remplir les formalités, comment l'appelle-t-on? Dans ce laps de temps? Non, pas le laps de temps. Ces 12 derniers mois, je me pose des questions. Parce que les formalités, c'est quoi? C'est 4 pièces par personne. La loi exige 15 par commune. On en a 77. Donc vous avez 77 personnes, 15 personnes par 77 qui doivent chacun produire 4 pièces. Et toutes les 4 pièces sont délivrées par la libre, c'est-à-dire en ligne. On sait très bien que ces derniers mois, la plateforme est en dérangement. Et que même pour les examens, on a dû exonérer les candidats de l'obtention de ces pièces-là. Alors comment se fait-il que le parti politique a pu obtenir autant de pièces en ligne sur la même plateforme qui est en dérangement? Moi, je pose la question. Ça aurait été intéressant que le ministre nous dise, au lieu de faire ces grandes conclusions, dire oui, nous avons mis en place une commission d'enquête pour voir si, comment le processus a abouti. Parce que je vais vous dire une chose. Pour avoir la plateforme, il faut aller en ligne. Pour commencer, la procédure commence par le chèque quartier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester à côté de nous ici et avoir toutes les pièces. Vous devez descendre sur le terrain dans la commune, trouver le chèque quartier qui, à partir de son smartphone, déclenche la procédure. Vous savez, il y a des régions qui n'ont même pas l'Internet, qui n'ont pas l'électricité. Et pour voir un chef quartier, et pour avoir, par exemple, je ne sais pas, l'attestation résidence, des choses comme ça, il faut un témoin. Alors, je me demande comment, ces derniers mois, on nous dit que la plateforme est en dérangement, comment lui, il a pu obtenir en ligne toutes ces pièces sans coup féri, et puis, bon, il est parti, tout est OK, et on lui délivre son récépissé. Moi, c'était la question que je me posais, avant justement que, bon, on commence les déballages entre griffes, qu'on n'a pas encore très bien compris, parce que le timing, moi, je n'ai pas compris, le timing, la dénonciation, ce n'est pas du flagrant délit, ce n'est pas qu'au moins on remettait l'argent qu'on les a pris en fraude. Mais selon le procureur? Ça veut dire qu'il y a eu l'information, qu'il y a eu des enquêtes préliminaires, et puis après, bon,
on a eu le temps de déclencher la procédure. Et c'est ça que je dis, le timing, sans oublier que l'intéressé à faire des déclarations, on sait très bien qu'il est très actif ces derniers temps, un peu peut-être pour conjurer le sort qu'il sentait venir, ou de tout ce genre-là, parce que vous savez, vous avez vu son dernier discours, qui était pratiquement laudateur vis-à-vis du régime, alors qu'on le savait très poignant contre ce même régime il y a encore quelques mois ou quelques années. Et donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On n'est pas encore sorti de l'auberge, selon vous. Je reviens dans un instant. Yass Yekeno, vous, quelle est votre lecture de cette affaire-là? Moi, je n'ai pas une lecture particulière de cette affaire-là. Richard Boni Ourou, je l'ai connu sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu le personnage, je ne l'ai jamais touché de mes yeux. Alors, je me voyais assez virulent. J'ai été très surpris d'apprendre dernièrement qu'il a eu son récépissé, parce que c'est le parcours du combattant. Et puis la minute d'après, d'apprendre que il y a eu des dessous de table. Je me dis seulement que pour ce pays, pour l'avenir de notre pays, pour notre politique, il y a à s'inquiéter. Parce que j'ai l'impression que quand on est de l'autre côté, on est intègre, parce que c'est là le premier rapport qu'il a avec le peuple qui élit. Et ce premier rapport est déjà entaché d'une grande irrégularité qui pourrait peser très lourdement sur la suite de sa carrière. Donc c'est une déception, parce que comme l'a dit Choubadé, c'est un candidat en moins, potentiel, en moins. Pourquoi, Choubadé, vous faites ce constat-là, un candidat en moins? Est-ce que le Parti libéral était en mesure de compétir à l'élection présidentielle avec le cadre juridique en place? On connaît les ambitions de M. Richard Boni Ourou. On connaît ses ambitions. Et avec ce qui se passe à la Criette, le minimum qu'il pourrait essuyer dans cette affaire-là, on le sait. Et donc si ça se passe comme ça, surtout qu'avec les déclarations du procureur, les déclarations de la journée, il y a eu des aveux, il y a une reconnaissance, une attestation par lui-même des faits. J'attends de voir, je ne veux pas mettre la charrue devant les bœufs, j'attends de voir ce qui va venir, mais ça laisse présager d'une issue qui ne serait pas très favorable à la personne. Qui ne serait pas très favorable à la personne. Fernando, vous voulez prendre la parole? Je brûle d'envie de parler. Oui. Parce que Choubadé avait commencé une très belle démonstration. Mais Arimi, au nom de quoi tu n'es pas allé au bout de tes idées? Ou bien tes idées sont coincées quelque part? Parce que imaginez, mais attends, l'histoire de plateforme qu'il a mentionnée, il faut vivre ça. Il faut vivre ça. Ma carte NPI là, à 5 jours de sa fin, j'ai demandé à mon épouse, écoute, lance-moi une demande. On a lancé la demande. 2 semaines après, je n'avais pas ma carte. Jusqu'à ce que le porte-parole du gouvernement ait parlé de passer de 2 ans à 5 ans. J'ai dit, waouh, je comprends maintenant pourquoi ma carte n'est pas sortie. On a dû relancer la procédure. Mais quand c'est finalement sorti, ça périme. Le dernier délai, c'est janvier 2027. Ensuite, Ignace Yekeno a parlé de parcours du combattant. Vous savez ce que c'est? Allez au camp pour voir ce qu'on appelle parcours du combattant. Alors, lorsque le combattant est en train de parcourir ça réfléchit. Je fais comment? S'il trouve quelqu'un à qui il peut qui lui donne la main, il va prendre. C'est-à-dire des cadres qui s'y connaissent, qui disent nous pouvons nous mettre à votre disposition pour vous aider à accélérer les choses pour obtenir les... Ça veut dire qu'à vous entendre ce matin, vous dites que Richard Boni Ourou n'a commis aucun impair, c'est ça? Moi, j'ai parlé de ça.
J'ai dit les conditions qui amènent les gens à ça. Est-ce pour cela que... Je vous donne l'exemple des passeports dans ce pays. Vous savez pourquoi on en est arrivé au taux, comment dirais-je, est-ce qu'il faut dire désastreux? Quand vous voulez votre passeport d'urgence, aujourd'hui c'est possible. Mais il faut payer 130 000. 130 000. Vous savez comment on en est arrivé là? Le chef de l'État a fait faire des enquêtes. Il a fait faire des recoupements. Et il s'est rendu compte que les gens prenaient entre 50 et 100 000 francs pour que des gens aient leur passeport en procédure d'urgence. Il dit, ah bon, ok, ça va dans des poches, non? On officialise ça. Résultat, je dois faire un voyage d'urgence. Mon passeport est périmé. Il faut que j'en ai un autre. Je dois débourser 130 000. Et vous voyez? Pour revenir au cas de Richard Maintenant, Bonimoro, pour revenir au cas de Richard Bonimoro, oui. les gens vous mettent dans des conditions où ils vous conditionnent. Ils vous conditionnent. Mais c'est terrible ce qui se passe dans ce pays. Mais est-ce que c'est pour cela qu'on doit toujours céder? Et je n'ai pas dit. Non, moi je vous pose une question. J'ai commencé. Oui. Première parole. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à la corruption? C'est un fléau. Qu'il faut combattre jusqu'à la dernière rigueur. Puisque nous en sommes victimes tous les jours. Les acteurs du mouvement sportif en sont victimes tous les jours. Pour obtenir un simple récépissé. Il y a des gens qui ont introduit leur dossier. On leur a dit. Quelqu'un m'a dit, on lui a dit. Vous là, vous espérez quoi? Pas dans 1 mois ou dans 2 mois, même 3 mois. Hein. Alors que déjà... Parce qu'il y a beaucoup de dossiers à traiter ou bien qu'il y a beaucoup de dossiers à traiter. Vous voyez ça? Et quand on vous dit ça, et que l'instant d'après, on passe au vous voir pour vous dire si vous voulez que votre dossier puisse vite sortir, on vous donne des explications. Mais est-ce que Harim Choubadé, l'acteur politique, ne devait pas y voir un piège? Pour lui qui avait quand même par le passé critiqué Patrice Talon, qui par le passé savait un peu les enjeux du cocon dans lequel il s'immisçait progressivement. Oui, on vous a dit qu'il n'y a plus une critique vis-à-vis de l'Égypte. Est-ce que parce qu'on n'est pas une critique que l'on ne peut pas se retrouver derrière les barreaux lorsqu'on tombe sous le coup de la loi? Non, moi je veux comprendre comment il est arrivé à obtenir le récépissé après avoir parcouru les formalités de la plateforme depuis les confins du Bénin jusqu'à l'année pour obtenir 77 x 15. Ouais. Moi je veux comprendre. Maintenant si il vient et dit j'ai obtenu le récépissé, Patrice Talon est le meilleur des hommes politiques béninois depuis 1960. Moi, j'ai mis tout cela dans le même package. Et puis, on parle du Parti libéral. Mais il y a FCBE, dont on ne parle pas. On sait très bien que le congrès de Parakou, oui, c'est pas Humba qui était secrétaire exécutif national. Et comment se fait-il que sur le récépissé qui est sorti, son nom y figure et il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça? Personne n'a porté une plainte, le ministre n'est jamais monté au créneau pour expliquer comment, du congrès au ministère, le récépissé qui sort totalement en porte-à-faux avec les travaux. On n'a jamais parlé de ça. Mais pourquoi ici, Parti libéral, oui, surtout, enfin, c'est-à-dire ça. D'abord, pourquoi on est obligé à frauder pour avoir un récépissé? Pourquoi est-on obligé de frauder pour avoir un récépissé? Parce que des Béninois sont regroupés pour exprimer leur point de vue ou bien pour animer la vie publique. C'est un problème, ça. C'est un problème pour la nation. Comment on peut expliquer que est-ce qu'il y a des Béninois qui ne devaient pas obtenir la possibilité de se réunir en parti politique? Normalement, l'inflation devait commencer à ce niveau-là. Quel est le service que l'accusé allait payer? Il allait payer quel service? Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de fraude? Est-ce qu'il a fraudé? Parce que fraude, corruption, c'est pas la même chose. Corruption d'agents publics.
Maintenant, qu'est-ce qui l'amène à proposer de l'argent? C'est ce que je vous pose comme question. On lui a proposé Parce de donner que- de l'argent et il a cédé. Suivez-moi bien. On a dit, une première fois, on lui a fait des observations de 50 pages. Il est allé corriger. Il revient. On lui fait des observations sur 10 pages. Ça veut dire que le dossier a suivi son cours. Est-ce qu'on se comprend? Oui. À partir de là, on lui fait encore d'autres observations, parmi lesquelles il lui faut nécessairement organiser un congrès. Et le congrès a été organisé. À partir de quand il y a fraude? Moi je dis fraude parce que il y a fraude. Ah, les observations qu'on lui a faites là, il y en a, il ne peut pas réussir Il ne peut pas en satisfaire. à les satisfaire. Et il achète. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Il a acheté. Donc, les gens ont fermé les yeux sur un certain nombre de dossiers qu'il doit fournir. Et lui ont délivré le récépissé. Or, qui signe le récépissé provisoire? C'est qui? C'est un directeur de l'une des directions du ministère ou c'est le ministre lui-même? Si c'est le ministre lui-même, il n'a pas vérifié les choses avant de signer. Dites-moi. Et à Sietchilou, Et comment se fait-il que c'est après, parce que c'est pas aujourd'hui que le président du dit parti est monté au créneau pour dire j'aime mon récépissé provisoire. C'est pas aujourd'hui. Non, mais vous avez posé une question à Choubade. Est-ce qu'il ne faut pas faire une lecture politique? Il faut faire une lecture politique. Et quand on aborde les lectures politiques, moi je n'interviens plus. et à Sietchilou, peut-être Vous me suivez? vous avez une Je opinion n'interviens plus. pour une lecture politique de cette Je affaire. n'ai pas une lecture politique. Lorsqu'on suit un peu, lorsqu'on suit le rapport des faits exposés par le ministre de l'Intérieur, on a comme l'impression que la procédure n'est pas entachée d'irrégularité. Alors, est-ce que ce sont les agents qui ont voulu juste profiter de Richard Boni-Uoru en lui proposant de donner de l'argent pour obtenir rapidement son récépissé, tout simplement? Ce serait pure élucubration de ma part, je ne pourrais pas dire. Mais c'est quand même surprenant, hein, parce que s'il a fait tout le parcours de combattant là, s'il a pu se soumettre à ça, et qu'il en arrive à là où il est aujourd'hui, je trouve que quelque part, bon... Il a été imprudent? Je ne peux pas dire, je ne peux pas parler d'imprudence, mais je trouve qu'il y a du clair sombre, quoi. Je ne connais pas, je ne vois pas l'objectif réel de ce qui se passe aujourd'hui. Car si tout a été bien fait comme ça, et puis bon, je ne vois pas, je ne vois pas. Mais le personnage, vous avez dit que on passe à autre chose. Vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, le discours politique qu'il tenait, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un discours engagé, c'est un discours de fils du pays qui jette un coup d'œil, qui a un regard très regardant sur les choses. Il est libre d'avoir ce discours-là. Ce qui m'a surpris un peu, c'est volte-face qu'il y a eu ces derniers temps-là. Puis la suite, on se dit, bon, est-ce que c'est pour tout ça qu'il y avait ce virement de choses-là? Bon, mais c'est des questions, je ne pourrais pas approfondir plus que ça pour ne pas aller dans le décor. Sur la même question, Richard Boni-Uoru, Arimi Choubade, quelle est votre opinion de l'activisme politique de Richard Boni-Uoru avant ces événements-là? Non, je l'avais déjà expliqué. On se souvient de son appel à descendre dans la rue en 2019 pour chasser le talon du pouvoir. Puis il revient, il dit les gens voulaient faire un coup d'État par la rue. Alors qu'il était parmi ceux qui ont appelé ces mêmes gens à prendre la rue. Il y avait un problème à ce niveau-là. C'est ça que vous dites, peut-être qu'il voulait conjurer le sort qu'il savait déluctable, hein, et qu'il essayait d'arrondir les angles pour ne pas... Et puis, vous savez, depuis jusqu'à un passé récent, il était pratiquement en exil. Il vivait au Togo, il ne vivait pas au Bénin.
Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que rapidement on puisse lui mettre la main dessus. Ça veut dire qu'il était déjà rentré et que bon, il avait eu des assurances désormais. Assurance auprès de qui? Mais je ne sais pas comment un exilé peut devenir un résident tranquille, hein, et permanent. Moi, je veux comprendre. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas convaincu de sa capacité à franchir les obstacles de l'inscription, enfin, des pièces en ligne pour obtenir le récépissé. Pour moi, il faut qu'on me convainque. Moi, je connais des gens qui sont engagés dans cette histoire depuis 2 ans. À un moment donné, la plateforme était pratiquement inutilisable. Le gouvernement même a suspendu les délivrances de pièces et a exempté les candidats aux examens, au concours de l'obtention de pièces. Et c'est pendant cette période-là que lui, il a pu obtenir ces pièces. Moi, je voulais déjà comprendre ça. Je vous ai dit un jour dans cette émission que j'ai voulu payer TVM, hein, en ligne. Impossible. Impossible. L'année fait des efforts quand même. Merci à vous, Fernando Ressou, pour vos opinions. Merci également à Rémi Choubadé, ce dossier pendant de la justice. Merci également à Nia Setcheno. On ne va pas poursuivre les commentaires dans ce sens-là. Et on laisse la justice faire son travail, bien évidemment. Mais il est à noter que cette semaine, Alain Adiou a fait la une de l'actualité avec sa suspension puis sa démission du parti politique Fosco et Point émergent FCBE. Il a été reçu dans ce studio-là où il a eu à exposer les motivations de sa démission, bien évidemment. Il a retracé les faits. Le parti politique FCBE, à travers des membres de son bureau politique et bureau exécutif national, sont montés au créneau pour désavouer Alain Adiou. Mais vous, Fernando Ressou, qui avez sûrement connu le ministre Alain Adiou, qu'est-ce que vous pensez de l'homme et qu'est-ce que vous retenez de tout ce qui s'est déroulé et qui a été exposé? Qu'est-ce que je pense de l'homme? Quand vous parlez, j'ai dit le pauvre. Le pauvre. Pardon. Voilà l'un des jeunes de 90 qui avait activement pris part à la conférence nationale. Je vous dis activement. Voilà quelqu'un qui est très pieux parce qu'ayant côtoyé un célébrissime prélat, Monseigneur Isidore de Souza. Voilà quelqu'un aussi qui est très engagé politiquement, bêtement engagé. Au moment où les députés dans ce pays disaient qu'il n'y aura pas la LEPI, Alain Adiou a eu le malheur d'aller déclarer à la télévision qu'il le veuille ou non, il y aura la LEPI. Vous avez connu la suite? On l'a jeté en prison. Tout en sachant qu'il n'a commis aucune malversation. Vous savez pourquoi on l'a jeté en prison? Comme il était décidé à ce que la LEPI se réalise, parce que le général Mathieu Kérékou en était convaincu. Les mêmes hommes politiques là, je vous ai dit, les débats politiques là, Fernando, Alain Adiou était ministre chargé des relations avec les institutions. Au Petit Palais, il n'y a pas un local pour y installer des ordinateurs ou les instruments de travail afin d'y mettre une équipe pour se mettre à travailler pour la LEPI. Il a alors décidé de créer ce cadre. Et ils ont lancé les travaux. Les députés ont simplement demandé l'argent qui a servi à faire ce bloc-là et à équiper là. Il a eu ça d'où? Détournement de deniers publics. Alain Adiou a été condamné pour détournement de deniers publics. On l'a envoyé en prison pour ça. Aujourd'hui, j'ai parlé de NPI, non? C'est le travail de la LEPI qui a continué jusqu'à ce que aujourd'hui chacun de nous dispose d'un outil extraordinaire qui peut nous servir à faire toutes les opérations de la vie. Qui est-ce qui s'en souvient? Ne serait-ce que pour ça, les gens doivent avoir du respect pour cet homme.
Je dis, les gens doivent avoir du respect pour cet homme. Et on est d'un pays, hein. C'est le jour où Alain Adiou va mourir que vous allez voir ces pays ennemis pour monter au créneau avec boubou 3 pièces ou certains vestes, cravates, gna gna gna, pour faire des discours, des oraisons funèbres terribles. C'est dommage. C'est dommage. Et avec la FCBE? Et c'est partout. Je ne veux pas en parler, mon gars. Je ne veux pas en parler. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire? Ne serait-ce que par respect pour ce que ce monsieur-là a fait historiquement, quel que soit ce qui se passe. Grand frère vient, ou ceux qui sont plus âgés que lui au sein de la FCBE vont dire, jeune frère vient. On ne peut pas faire ça, parce qu'on doit rester ensemble. Ce qu'il dit, c'est pas botter en touche. C'est pas totalement botter en touche. Et je ne dis pas qu'il a totalement raison non plus. Vous me comprenez? Mais la politique, telle que c'est défini au Bénin, c'est dommage. Arémi Choubadé, de Alain Adiou et des autres cadres de FCBE, qui dit la vérité selon vous? Moi, je ne sais pas ce que M. Alain Adiou est allé chercher dans cette histoire. S'il est vraiment ce qu'il est, comme l'a expliqué Fernando Ressou, je ne sais pas ce qu'il est allé chercher à FCBE depuis tout ce temps-là. On peut au moins avoir la possibilité de choisir ses amis. Il a donné pardon. Et moi, je l'ai côtoyé. J'ai côtoyé le ministre Adiou. J'ai suivi le processus de l'EPI. Bon, je n'ai pas peut-être la même lecture que le doyen Fernando Ressou. Je ne savais pas s'il a été condamné. Je sais qu'il a fait un séjour en prison. L'Assemblée nationale a levé son immunité. Ça s'est enchaîné. Il a fait, je crois, 2 ans sans jugement. Exactement. Et puis après, on l'a relâché. C'est pour ça que j'ai dit il a été jeté en mais prison. pas condamné pour détournement ou un truc de ce genre. De toute façon, il est retourné avec ces mêmes gars pour aller faire UN. Il était même porte-parole du candidat Adrien Ngouidji en 2011. Un candidat unique avec le chaos. Et il est tout resté avec eux pour aller faire FCB qui a été récépissé dans les conditions que je viens de retracer tout à l'heure, en contradiction totale avec le congrès constitutif de Palacou. Alors donc il était dans ça. Je ne comprends pas aujourd'hui. Et n'oubliez pas que c'est lui qui a lancé les inscriptions dans les médias. Certainement qu'il y a eu des trucs entre eux, une suspension ou tout ce genre-là. Même la lettre de démission, mais c'est lui qui a ébruité l'affaire. C'est lui qui a mis l'affaire sur la place publique. Et tel que je connais, c'est vrai que je ne l'ai pas pratiqué ces dernières années, mais je connais aussi quelques membres du FCBE, dont le ministre avec qui j'ai été à l'école, sur des tempéraments diamétralement opposés. Et le ministre ne peut pas ignorer que s'il faisait ce qu'il faisait là, que les gars là allaient lui tomber dessus. Il ne peut pas ignorer. Donc il a cherché par là, comme on dit, et il a eu. Et donc, enfin moi, je ne peux pas verser des larmes pour lui. C'est pas possible. Oui, parce que c'est un adulte. Il est même plus qu'un adulte, c'est un sage vacciné de vieille date et qui se prend à ce piège-là. Soit il est libéré en quittant CVE, avec ce qu'il a décrit, et il ne devait même plus en faire tout un plat, il s'en va tranquillement. Mais il vient dans les médias pour dire oui, ça se passe mal là-bas, et je les ai quittés. Mais du moment où il les a quittés, il n'y a plus besoin de parler de ce qui se passe en bien ou en mal. Il a voulu donner peut-être les raisons de son départ. Mais qu'il avait envoyé là-bas, il n'est pas venu solliciter l'opinion publique. Ce n'est pas un pot sélectif. C'est un choix délibéré d'y aller. Et vous lui a dit, les mêmes hommes politiques qui l'ont envoyé en prison, il était associé à eux dès sa sortie. Et pour combiner avec eux, depuis sa sortie, il était toujours dans les parages des partis politiques, côtoyer des gens qui sont restés à l'Assemblée nationale à l'époque pour voter sa levée d'immunité pour l'envoyer en prison. Bon, je sais pas si lui-même il se plaît dans ce milieu. Je suis sûr qu'il va atterrir quelque part encore, puisqu'il dit que lui, il est opposant, et qu'il ne croit pas que CBE fasse vraiment l'opposition telle qu'il souhaitait et qu'il a. Enfin, pour Adiou, je crois qu'il a cherché ce qu'il a cherché, et en principe, bon, il n'y a pas de déferlement sur lui. Il a déferlé sur les gars
lui ont rendu la réplique. Hein, j'espère que ça va s'arrêter là. Et sinon, nous, on va se délecter, tout simplement. Il y a chez nous sur le sujet. Non, vous savez, Alain Adiou, il a démissionné. On prend acte, hein, parce que bon, c'est pas un événement. C'est une cuisine interne à eux, à la FCGE, et puis bon, c'est pas l'événement du siècle, quoi. C'est rien de particulier. Il va continuer son chemin. Bon, je ne serais pas surpris que par ce temps vers lequel nous allons là, qu'il y ait de cette démission. Ce n'est pas déjà des retournements de veste, mais il semble que les vestes commencent par se décrocher, des choses là déjà. On verra plus clair plus tard. Donc les gens ont déjà leur veste en main. C'est ce que je trouve à dire comme commentaire. Comme commentaire. Je reste avec vous pour faire la belle transition, parce que vous parlez de 7 ans qui courent là, qu'il y a des vestes qui sont en main. Et on a constaté que depuis un moment où on avance à grands pas vers la présidentielle de 2026, Joseph Diogbenou, ce nom revient sur beaucoup de lèvres, comme il est président de parti politique, certains le voient comme potentiel candidat à une élection, et il ne se passe de semaines ou de jours où il est la cible de cabale, où l'on lui rappelle des faits qu'il a eu, des pas qu'il a eu à poser par le passé, qu'on lui rappelle parfois même au-delà de ces faits-là, des faits plus antérieurs avant 2016 et qui sont en antinomie ou en contradiction avec aujourd'hui, par exemple. Est-ce une campagne pour démonter Joseph Diogbenou ou simplement le jeu politique qui se joue? Je vais dire c'est le jeu politique et c'est du bon jeu. C'est les gens savent, sont les bon seuls. Jeu. Ouais, c'est du bon jeu. Les gens savent pourquoi ils le font. Pour moi, les raisons restent mystérieuses. Mais je crois que quand on est dans ce domaine politique, on est prêt à recevoir des coups, comme on en donne aussi. Les anciennes pages que les gens évoquent, je crois que ce n'est pas le fait du hasard. Ils doivent avoir bien un objectif à atteindre. Dans cette tourmente-là, moi, ce qui me séduit, c'est le calme de l'homme. Je veux parler de Joseph Diogbenou. C'est sa fidélité à sa vision des choses. Parce qu'il ne change pas de couloir. Il est dans son couloir et il fait ce qu'il fait. Ça suscite des controverses, mais il est là. Et moi, je préfère composer avec des gens comme ça. Je sais à quoi m'en tenir. Parce que du jour au lendemain, un soleil se couche, un autre soleil se lève. Tu ne sais plus à qui tu as affaire. C'est dommage. Donc, chacun fera son commentaire. Il n'y a que des fois, je trouve que, bon, il y a des interprétations. Nous sommes un peuple assez intelligent, mais des fois, nous enterrons toute intelligence. Nous prenons des bouts de choses pour aller avec, pour faire la propagande ou la promotion de certaines valeurs qui, en réalité, n'habitent jamais en nous. Donc, cela fait que moi, je reste très admiratif de l'homme dans cette tourmente-là. Dans cette tourmente-là. Avant de revenir à Fernando Resso, à Rémi Choubadé, par rapport à Joseph Diogbenou, est-ce que pour vous, son passage à la Cour constitutionnelle, son passage à la tête du ministère de la Justice et de la Législation peuvent être des handicaps à sa potentielle candidature à la candidature? Non, vous savez, d'abord vous parlez de politique. Je ne sais pas si on n'a jamais fait la politique au Bénin. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui tient lieu. Hein? J'estime, vous savez, j'ai du mal à avoir des jugements de valeur sur ces messieurs-là, qui pour moi n'ont pas reçu de formation. On va jamais cesser de le dire. Tout diplômé n'est pas politicien. Ou tout béninois n'est pas lié avec la politique. En tout cas, avec la politique institutionnelle, là où on élabore les politiques publiques, là où on va s'occuper de la vie de la cité et tout, la gestion de la cité ne peut pas être confiée à n'importe qui. Vous savez, bon, pour Joseph Diogbenou, je ne sais pas, c'est son destin, c'est lui-même qui a choisi. Vous savez, si on doit rentrer dans les détails, vous parlez de son passage, par exemple, comment l'appelle-t-on, ministère de Justice, Cour constitutionnelle, pour l'anecdote, il a participé activement en tant que ministre de la Justice au vote
d'une loi, ou certaines lois, du jour au lendemain, il s'est retrouvé à la Cour constitutionnelle pour apprécier la constitutionnalité des lois que lui-même, et dont lui-même était la cheville ouvrière. Hein, on peut citer... C'est lui qui s'est retrouvé ou la classe politique l'a propulsé à la tête de la Cour Vous avez constitutionnelle. dit, vous continuez de parler de classe politique. Vous savez très bien que là, vous êtes sûr que vous avez un frère qui devient quelque part un ministre, quelque chose, vous devenez un politique, il vous bombarde devant la scène, on vous nomme, je ne sais pas quoi, vous allez faire messe de remerciement ou prière. bon? Mais c'est comme ça se passe. L'école politique au Bénin, c'est quoi? Ce sont ces méthodes empiriques-là qui propulsent. Demandez, il n'y a pas une déontologie entre eux. Ils n'ont aucune règle à respecter. Mais pourvu que vous puissiez exister, vous puissiez occuper un poste, c'est l'essentiel. Le reste, on s'en fout. On a connu quel est le discours politique de Djabounou? Parce qu'en fait, il se fait retourner l'opinion contre lui. Je ne sais pas quand on parle de cabale, je veux bien savoir qui cabale contre lui. Il a qui comme adversaire? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est l'adversaire déclaré de Djabounou et qui lui déclare ou qui pourrait faire une cabale? Mais si dans ses propres déclarations, il retourne l'opinion contre lui-même. Pour vous, donc, Prenez l'exemple, prenez la dernière fois. C'est lui-même qui allait faire son show au Champ d'Oiseaux. Il a fait remplir la salle de ses militants. On a su que le parti a convoyé des gens à la manifestation. Pour une fois, j'ai vu la salle comble. Moi, je n'ai pas pu rentrer dans la salle, je suis rentré chez moi. Je n'ai pas suivi. Parce qu'il y avait même dehors, il n'y avait même pas de la place dehors. Et c'était de l'applaudimètre. Il a fini de faire son show. Et le lendemain, tout ce qu'il a dit est retourné dans son visage. Ça, c'est la faute à qui? Lorsqu'il dit gouverner, c'est exclu. Bon, il y croit peut-être. Mais pas pour. C'est justement lui qui, au présent, veut justifier des choses qu'il a fait par le passé. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui lui a rappelé le passé. Il a voulu justifier tout ce qu'il avait fait par le passé, en sortant la formule. Et le lendemain, ça s'est retourné contre lui. Pas dans la salle, puis la salle lui était acquise. Sur le moment, il n'y a pas de souci. Il a fait son show. Mais plus tard, les petits blogueurs, TikTokers lui ont sorti les trucs que lui-même il a eu à faire ou a dit par le passé. Ouais, le problème, en ce moment-là, il l'aurait cherché. Donc, pour moi, j'ai du mal à parler des individus. Pour moi, Djabounou, je ne dis pas que c'est un individu, c'est une personnalité parmi tant d'autres. Il a son parcours et ce qu'il fait ou ce qu'il récolte, certainement, c'est pas tous ceux qui prennent la parole dans le milieu public aujourd'hui et qui subissent des retours de manivelle comme lui, il en subit. Chaque fois qu'il mais pourquoi lui, il en subit autant? Oui, mais vous avez rappelé des faits. Je vous ai dit, je vous ai donné un petit exemple. Vous avez oublié l'histoire du syndicat de conformité. Justement, ça, on le colle beaucoup. Et puis, vous avez oublié comment on appelle la fin de l'autorité de la chose jugée au niveau de la Cour constitutionnelle, où il est revenu, il a déterré plein de dossiers que l'autre Cour avait déjà tranchés. Vous n'êtes pas sans savoir que par rapport au PRD en 2019, lorsque le PRD a été recalé, et à l'audience, les ressorts du PRD ont sorti des documents qui attestent qu'ils ont été abusivement recalés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Cour a demandé à la police de les écouter pour qu'ils expliquent là où ils ont trouvé ces documents-là. Et le président de l'Assemblée nationale à l'époque, qui était le président du parti, le président de l'Assemblée en exercice, a été convoqué par la police pour se justifier sur les pièces qu'ils ont eu à proposer devant la Cour. Alors, tout ça, si ça retourne contre lui de temps en temps, c'est son œuvre, c'est son destin. On ne peut pas l'assumer à sa place. Il assume crânement comme... Fernando Ressou, vous partagez cette opinion de Arimi Choubali? Moi, je n'ai pas fait d'opinion, je n'ai fait que des faits. Des faits. Je suis pas un analyste politique, je suis un journaliste. Donc, à d'autres qui vont venir, qui ont leur diplôme, vous pouvez servir le titre d'analyste politique. Merci, Arimi Tretakin. Fernando? Vous savez, je respecte l'opinion de chacun. Et la façon dont vous avez abordé le sujet, je vais rester dans cette trame. Parce que vous avez rebondi sur une chute de Ignace. C'est bien ça, hein? Par ces temps qui courent. Nous ne sommes pas à un an des élections, hein, contrairement à ce que vous pensez. Est-ce que vous savez qu'en janvier, déjà, on va aux élections? Et nous sommes à la veille du mois de juin. Il reste 6 mois. Et jusqu'à maintenant, là,
on ne sait pas, si on prend les élections présidentielles par exemple, on ne sait pas qui est candidat, qui sera candidat de tel parti, de tel parti, de tel parti. Or, la nouvelle option du pays, ce sont les partis politiques qui doivent présenter les candidats. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Djogbenou Joseph, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est qui? Le président de l'Union progressiste, le renouveau, le parti number one en matière de députés à l'Assemblée nationale. Et même demain. Demain aussi, dans les communes. Vous voyez? Donc, celui qui est le plus visé par ces temps-ci, ça ne peut être que lui. Que je sois du bloc républicain, du parti libéral en gestation, des républicains, des démocrates ou de Mouel Bénin, je dois me dire, ce type-là. Mais c'est ça. Et quand on parle de politique là, les gens doivent anticiper. C'est pas ils peuvent. Ils doivent anticiper. Et c'est ce qui se passe. Seulement que la posture dans laquelle il s'est muré et que Ignace vient de décrire, c'est pas facile. Recevoir des attaques et ne pas y répondre, je peux vous assurer, ce n'est pas facile. C'est pas bon pour le cœur. Donc quelqu'un qui le fait, il faut l'applaudir. Il faut l'applaudir. Yambakpo ne peut pas dire ça. Hein. Vous connaissez Rémi Yambakpo? Il a essayé, mais il sait ce qu'il en a récolté. Oui. Et puis, quand il vient justifier les faits qu'il a eu à poser, c'est pas que c'était ça. Gouverner s'exclut, c'est une réponse. Oui. À tout ce qui se dit. Vous savez, Il y a que... quel que soit Alpha, vous voyez, c'est pour ça que j'ai Non, c'est dit... juste pour nuancer. Je suis Oui. d'accord avec vous. Non. Vous confirmez votre thèse. Très bien. Voilà. Mais je vais vous dire, vous savez, c'est-à-dire, si les gens pouvaient accéder aux chansons que fredonne Joseph Dogbenou sous la douche, ça va faire l'objet de critiques. Vous savez que parfois, sous la douche, quand on est en train de se laver, il arrive qu'on fredonne des chansons. Arrivé, ça ne t'arrive pas, ça ne t'est jamais arrivé. Moi, je connais cette chanson que Joseph fredonne. Ah bon? Oui, vous le savez, vous pouvez vous le donner. Mais je n'ai jamais quitté Parce parfois que ça. les murs des oreilles... Donc, vous voyez, donc, il est dans une position, pas vulnérable, hein, mais une position d'exposé. De quelqu'un qui est exposé. Et il doit faire très attention. Il doit tourner plusieurs fois sa langue avant de parler. Moi, j'ai une autre lecture de gouverner, c'est exclu. J'ai une autre lecture. Laquelle, très rapidement, avant que Ignace puisse opiner? Personne n'a donné une définition de ça ici. Non, ceux qui sont... Mais j'ai vu un député du bloc républicain qui a réuni des enseignants pour décortiquer ça. Pour dire que celui-là, on doit le pourchasser jusque dans son dernier retranchement. Que ce n'est pas des choses à accepter. Alors même que lui-même là, lorsqu'on lui dit, il y a 2 places, vous êtes 10. Il faut choisir 2. Oui, mais c'est ça la gouvernance. La gouvernance, c'est un tout. Ce n'est pas choisir des gens pour des postes, justement. Vous savez, moi, je vous comprends pas. je suis embêté dans cette histoire. Parce qu'il y a des fois où notre peuple perd son intelligence. Et c'est là où je trouve qu'on fausse le débat. Quand on s'accroche au mot, par exemple, on a parlé de ruse et rage dans ce pays. On s'accroche maintenant à l'histoire de gouverner, c'est exclure. Et des poulets qui mangent le maïs. Poulets qui mangent le maïs. Je trouve qu'il y a les vêtilles, les futilités. Et ces futilités n'atteignent que les esprits bas. C'est pourquoi je trouve que Djogbenou, c'est un esprit grand. Et il faudrait que nous fassions recours à l'intelligence.
naturelle, honnête. Nous utilisons souvent notre intelligence pour dénigrer, pour avilir, pensant que nous nuisons à un individu. Mais c'est au peuple entier que nous nuisons. Quand on dit, pour mémoire des faits, quand j'étais, Monsieur Djogbenou, je cite Elias, vous avez changé de comportement. Votre passage de la société civile à la gouvernance, vous avez changé de comportement. Non. Quand j'étais membre de la société civile, quand je fais une revendication, c'est pour tout le monde, sans exception. Quand je deviens dirigeant, je suis obligé, si je prends une bouteille d'eau, je me dis à qui il faut donner ça en première position. Il faut donner ça aux vieillards, il faut donner ça aux femmes, il faut donner ça aux enfants. En disant comme ça, je commence déjà par exclure. Cela ne veut pas dire que les gens que j'exclus, je les exclus à vie. Mais pour le temps, le départ, c'est de l'exclusion. Mais qu'on prenne cela et qu'on trouve que... Bon, qui sont ceux qui sont exclus aujourd'hui? Qui sont ceux qui sont exclus par Djogbenou? Ils doivent se reconnaître peut-être. Donc, quand on prend les choses comme ça... On le brandit le certificat de conformité. On lui brandit. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, moi, je suis très heureux de savoir aujourd'hui que nos juges ne font plus la grève. Je suis très heureux de savoir quand je vais dans un centre hospitalier aujourd'hui, on me soigne. Il n'y a pas la grève qui tue les gens. Mais nous sommes arrivés à toutes ces choses-là. Comme ça a été le cas, mon fils aîné, il est mort le 5 mars 1990 d'un accès palustre et on a dit au CNHU qu'on faisait grève sans service minimum. Sans service minimum. Je l'ai déjà dit une fois ici. J'ai applaudi Talon pour ça. Je continuerai de l'applaudir jusqu'à ma mort. C'est très important. C'est la même chose. C'est-à-dire on prend les actions isolées pour juger toute une gouvernance. Toutes ces belles réformes qui ont été faites que vous reprochez aux autres n'ont pas été sans l'action on prend un cas isolé pour faire une qui a eu le courage on refuse de qu'on prenne poser des des actes. pour juger les gens. Alors, on va s'écouter. Oui, Ias, allez-y. Je dis que toutes ces belles réformes dont nous jouissons aujourd'hui n'ont été possibles que grâce au courage de l'homme qui a fait voter les lois. Parce que, quelque part, on me dit, Djogbenou, avec son jeune âge, il a été ministre de la garde des Sceaux, il est devenu député, il est passé président de l'Assemblée, il est allé chercher président de la Cour constitutionnelle, il est allé chercher la présidence de l'UPR et des mains de qui? De Amoussou. Est-ce qu'il peut prendre ça à Amoussou? Non, est-ce que c'est possible? Je trouve que ces récriminations, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Et que c'est des positionnements, il faut y aller. Moi, je préfère être avec des hommes qui vous disent ce qu'ils font clairement. Et je préfère aller avec eux. Avant de revenir à Rémi Chouadé, vous avez dit tout à l'heure que vous appréciez beaucoup plus sa posture de silence. Mais est-ce que ce silence-là ne doit pas se briser lorsque l'on se réfère aux récentes déclarations de Candide Azanaï, par exemple, qui mettent au banc des accusés Badirou Aguemon et lui? Vous savez, moi, je ne m'intéresse pas souvent aux propos de Candide Azanaï. Sincèrement. Il apparaît, il fait son show, il disparaît, et puis après, il apparaît, il fait son show. Moi, je suis un homme de couvent. Et quand des hommes discutent entre eux, on ne vient pas étaler ça sur la place publique. Pour quel objectif? Aguemon est allé le voir pour quel objectif? Quand Azanaï prend un pot de bière avec quelqu'un, ça m'intéresse moi? Non, ce n'est pas mon sujet. Sincèrement, c'est des vêtis, ça, ce n'est pas des choses, des questions de la République, ça. Et je me demande pourquoi c'est maintenant qu'on dit ces choses. Alors, moi, je ne marche pas avec ces choses vers l'avenir, hein. Pas du tout. Mais ce qui a été révélé quand même. Je voudrais savoir. Vous, ça ne vous dit pas, ça ne vous intrigue pas que jusqu'à présent, on n'entende rien. Alors que nous sommes à moins de 6 mois du dépôt des candidatures. Ça intrigue beaucoup. Pareil pour Arribi, peut-être. Non, moi, quand je suis surpris quand j'entends ça.
Je suis surpris qu'en tant que à 6 mois, il n'y a rien. Mais sortez qui a de prison. Sortez à de prison. Je vous en prie. Non, Arimi. Arimi. Vous n'allez pas nous vendre Joboué, nous demander de nous taire. Arimi. On a bien compris votre produit. On a bien compris votre produit. Sortez. Qui a de prison. Mais oui, non. C'est dit, c'est des bassesses, quoi. Tant que Rekia ou Sola ne vont pas sortir de prison, on ne peut pas, des gens ne peuvent pas. On a vu Richard Boni, non? Il est où? C'est dit, hein. Mais vous ne comprenez pas. Chaque fois que quelqu'un lève la tête, on a vu Obeki ici, non? Qui s'est prononcé, non? Il est où? Mais je ne vous comprends pas. Mais répondez, non? Vous ne vous comprenez pas par rapport à quoi? Dites-nous, vous dites que les gens ne parlent pas. Chaque fois que quelqu'un se lève, il se retrouve là où il est. Et puis vous dites Richard Boni a parlé. Il n'a pas dit. Mais oui, Richard Boni a dit qu'il veut postuler. Donc c'est pour ça qu'il est en prison. Mais je ne sais pas. C'est pour ça qu'il est en instance d'aller en prison. Puisque vous dites que personne ne dit rien. Non. Comment vous pouvez dire que personne ne dit rien? Tous ceux qui le disent, ils se retrouvent là où ils sont. On a vu. Donc, j'avais commencé à parler. On a vu Gary Soglo. Il a déposé sa candidature. Il s'est retrouvé avec du plomb dans les. C'est ça qui fait que ça me montre que les gens n'ont rien dans le ventre. Et ne peuvent rien vendre à ce peuple. C'est ceux qui n'ont rien dans le ventre, qui trouvent que les autres donnent rien dans le ventre. C'est les collègues qui se reconnaissent entre eux. C'est tout. Parce que si vous n'avez pas ça, comment vous reconnaissez que les autres n'ont pas? Parce que bon. Quand on est soi-même, on n'a rien dans le ventre, on peut penser que les autres n'en ont pas. C'est si simple. Donc, je peux continuer. C'est votre ami. Non, c'est lui qui m'a interpellé, sinon. Qui a interpellé? Sauf que, c'est moi. Sauf que j'entends des choses. Tu ne l'as pas interpellé. Si. Oui, je l'ai interpellé. Non, je l'ai interpellé. Je ne prends pas ça comme une interpellation. La bande est là. Je ne prends pas ça comme une interpellation. Interpellation. Donc, je continue, parce que je n'ai pas perdu le fil de ce que je disais. Donc, je vous expliquais que, en réalité, des choses doivent être en train de se passer. Pas au vu et au su de tout le monde, mais dans l'ombre. Des choses doivent être en train d'être cuisinées. Est-ce que c'est sous la supervision de quelqu'un? Est-ce que ce sont des actions individuelles, mais bien mesurées? Je ne saurais le dire, mais personne ne peut dire que dans les grands, comment dirais-je, groupes politiques de notre pays, on ne parle pas du sujet. On parle du sujet. Mais vous comprenez? On parle du sujet. Nous autres qui sommes les citoyens lambda, nous sommes pressés de savoir. Mais ceux qui ont la puissance politique actuellement imposent à tout le monde d'être patient. C'est ce que je dis. Mais ça n'empêche pas des individus qui ont des ambitions de travailler d'approche en approche. Et si quelqu'un fait honneur à quelqu'un et l'approche, et lui, il se lève le lendemain, il claironne ça, il est aussi apprécié à sa juste valeur, aussi bien par celui qui lui a fait confiance que par nous qui l'écoutons. Vous voyez. J'avoue que c'est un peu surprenant ce qui se passe actuellement, mais moi, ça ne me surprend pas, parce que lorsque nous avons eu affaire à la grande pagaille de notre pays où n'importe qui peut avoir 5 millions peut être candidat. Et ça gêne qui? Vous voyez? Ça gêne qui? Pendant ce temps-là... Karim vous pose une question et vous non, on n'a pas de question à poser. Non. Moi, si je ne lui réponds pas à lui, même il connaît la réponse. Il connaît la réponse. Vous voyez? Donc, des gens qui savent très bien, qui ne peuvent même pas compter sur un poulailler. Le problème. Et quand je dis un poulailler, c'est que je prends les choses correctement en me disant que je veux faire un élevage de poules pondeuses. Je mets en place un bâtiment de 8 mètres sur 25 et j'y mets 1000 poules. Vous voyez? Et ils savent. Puisque je discute avec eux. Mais après, quand les gens te disent pourquoi ils ont voulu être candidats, toi-même tu rigoles.
Je rigole. Arémé Choubadé, oui, vous voulez réagir? Oui, je comprends pas ce que mes vis-à-vis sont en train de dire. Vous savez, il y a une réforme, hein. Les belles réformes dont ils parlent, ça a causé au Bénin des dizaines de morts depuis 2019. Et on ne veut pas qu'on en parle. Mais c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, il n'y a que 2 personnes qui peuvent parler de la présidentielle. Nous ne l'aurons pas. La loi a été faite pour que ce soit seulement Yahi qui peut parler au nom du Parti démocrate. Et Talon qui peut parler au nom de tous les autres. BR, UP, tout le monde sait. C'est pas Djogounou. Il a été élu par quel congrès? Président de l'UP. Pareil pour l'autre. Donc tout le monde sait que c'est Talon qui va décider à ce niveau. Donc ce sont les 2 qui peuvent parler de présidentiel au Bénin. Non, vous confirmez celui qui a dit que 2026, nous allons vers un duel par procuration de Talon Yahi. Il y a un débat entre 2 personnes. C'est ça la réforme. La réforme au Bénin a mis tout le monde KO, sauf 2 personnes qui peuvent parler. Ce n'est que les 2 qui peuvent choisir des candidats. Ou bien qui peut encore choisir des candidats? Alors, qui a empêché l'un ou l'autre de choisir son candidat et de nous l'annoncer maintenant? Qui va choisir? Non, puisque tu as parlé de 2 personnes. Oui. Des 2 là, qui a empêché? Puisque aucun d'eux ne nous a dit. Mais ça devient une compétition entre tous les Béninois. S'il n'y a que 2, ils ont le temps. D'abord, vous avez oublié qu'ils ont géré le pouvoir ensemble en 2006 et 2012. Ce sont des copains. Ça se retrouve entre 2 amis, anciens ou nouveaux, c'est la même chose. Comment un débat national peut se retrouver entre 2 personnes? C'est ça votre réforme que vous vantez tant. Qui a causé? Vous avez parlé de réforme, non? Vous avez parlé de bagaille dans le temps. Cette réforme, moi, je te rappelle, cette réforme-là, je ne voulais pas rentrer dans des trucs avec toi, mais j'ai dit. Pas avec moi. Oui. Pas avec moi. Parce que nous sommes presque à la fin déjà. Oui, on est presque à la fin. Il faut comprendre. L'expérience de l'homme, c'est le faisceau des armes qui l'ont blessé. Je n'ai pas compris. Je t'expliquerai ça en off. Ah bon? Non, je trouve que on a pratiqué Yahi Boni en tant que président dans ce pays pendant 10 ans. On l'a vu comme dernier acte présidentiel qu'il a posé la transformation de notre présidence en guichet, distribution d'argent. Ça n'a pas empêché des gens de le coopter comme leur grand représentant, chef de leur parti. On était là tous à vivre le premier mandat de Talon quand les Haïvors ont eu leur vocation subite, les Ricard Madougou sont venus de Lomé, je vais dire commencer leur agitation. Je ne sais pas qu'avec ces choses-là, c'était déjà des êtres déifiés mis sur le pinacle et qui semblent conditionner de manière essentielle l'avenir de notre pays. L'avenir de notre pays. Parce qu'il semble que ces gens qui ont été jugés régulièrement, qui ont été mis en prison, tant qu'ils ne vont pas retrouver leur liberté, des gens ne pourront jamais retrouver leur intelligence et agir. Et c'est là où je trouve que les gens se tuent et disent que c'est les autres qui leur font mal. Le jour où ils auront l'honnêteté de reconnaître qui sont leurs propres obstacles, alors on pourra en découdre, on pourra faire des débats, ils pourront participer au progrès de ce pays. Est-ce que 2026, vous voyez cela aussi comme un duel entre Patrice Talon et Boni Yahi? Je vois, ces 2 n'existent pas pour moi. Ces 2-là n'existent pas pour moi. Est-ce qu'il peut y avoir de candidats pour la mouvance présidentielle sans Patrice Talon? Est-ce que les démocrates peuvent avoir un candidat sans Boni Yahi? Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans le cercle des démocrates. Mais je sais. Moi, je suis de Moël Bénin. Je suis mouvancier. En son temps, nous sommes très disciplinés. On va nous appeler et on dira ce qu'il faudra. Parce que désormais, tout ce qu'on fait maintenant, c'est dans le cadre des partis politiques. C'est fini le bordel du temps. Et c'est tout ce que je vais dire. Merci à vous, Ignace Yetchenou, pour vos analyses. Merci également à celle de Arémé Choubadé. Merci également à Fernando Khessou aussi pour ses analyses également. Je rappelle que
Arimé Choubadé, journaliste, analyste politique. Fernando Ressou, journaliste, reporter sportif, analyste politique. Et Ignacio Etchenou, qui est un analyste politique et grand réalisateur. Non, il a dit qu'il est membre de Moël. Il faut préciser ça. Merci Parce à que vous. c'est lui-même qui s'est présenté. Faut très taquin. C'était Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Portez-vous bien. On se retrouve tout à l'heure pour Free Week. Portez-vous bien une fois encore. Belle suite de programme sur ESAE TV. Et n'oubliez pas de rester connecté pour la suite des autres programmes télévisés.